Bienvenue dans le débat de France 24. Il rêvait de rejoindre l'Angleterre. Hier, au moins 27 migrants ont péri dans le naufrage de leur bateau pneumatique au large de Calais. Ce drame, l'un des pires dans la région, a provoqué l'effroi des deux côtés de la Manche. Emmanuel Macron, le président français, réclame davantage de mobilisation de la part de Londres, alors qu'hier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a pointé du doigt la France. Une réunion aura lieu dimanche à Calais avec plusieurs ministres européens et la Commission européenne. Alors quelle peut être la réponse de l'Europe? Que peuvent faire la France et le Royaume-Uni pour éviter de nouveaux drames? Comment expliquer que les traversées de la Manche se multiplient ces derniers temps malgré le froid? Les passeurs sont-ils les seuls coupables, comme l'affirme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur? On va en débattre ce soir avec nos invités. Catherine Vittel de Vanden, enseignante à Sciences Po, spécialiste des questions migratoires. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Nathalie Godard, directrice de l'action d'Amnesty International France. Bonsoir. Vincent Ledoux, également en plateau, député du Nord, Agir Ensemble, secrétaire de la commission d'enquête sur les migrations. Et puis, en duplex depuis Calais, Juliette Delaplace, chargée de mission personnes exilées sur le littoral nord pour le Secours catholique. Merci beaucoup à tous les quatre. J'aimerais d'abord, avant de parler des solutions proposées, revenir sur ce drame et comprendre la situation à Calais. On va voir ça avec nos confrères de France 3 et on en reparle juste après. Sur les plages de Calais, ces agents récupèrent à bout de bras une nouvelle épave de canaux pneumatiques. Ce matin, ces migrants ont tenté de braver la mer pour rejoindre l'Angleterre, en vain. Des départs dangereux qui continuent, malgré le naufrage d'une embarcation dans la Manche. Hier, les secours français et anglais interviennent au large de Calais. Un bateau semblable à celui-ci a chaviré. 27 corps sont repêchés. C'est de loin le naufrage le plus meurtrier dans cette zone. Ces sauveteurs sont arrivés les premiers sur place. Parmi les corps, ceux d'une femme enceinte et d'un adolescent. Nous avons récupéré 6 corps à la dérive. Nous avons passé à côté de une embarcation pneumatique carrément dégonflée. Le peu d'air qui restait l'aidait à flotter. Et le restant, c'était le ramassage, malheureusement, au petit poussé. Ce matin, les habitants de Calais sont en colère. Ils étaient nombreux à redouter ce drame. Il fallait s'y attendre, c'est malheureux, mais il fallait s'y attendre. On l'a toujours dit. C'est une honte, ça fait des années que ça dure. Là, parce qu'il y a des morts, tout le monde bouge. Dans ce camp de réfugiés, cet homme avait lui-même tenté de traverser hier à bord d'un bateau pneumatique, en vain. J'ai appris par ma famille qu'un bateau avait chaviré. Ils étaient si inquiets pour nous, ils nous ont appelés. Heureusement, nous étions vivants. Les associations, elles, réclament que les passages soient sécurisés. C'est vraiment la colère parce que ce drame, il aurait pu être évité. Ça fait des années en fait que tout le monde tire la sonnette d'alarme. Et voilà, en fait, là, on se retrouve avec un drame d'une telle ampleur. En fait, il faut du courage politique et mettre en place des voies de passage sûres en fait pour ces personnes. Les associations appellent à un rassemblement silencieux ce soir à 18h30 pour rendre hommage aux migrants noyés. Juliette Delaplace, vous êtes à Calais, justement, vous assistez à ces cérémonies d'hommage à ces 27 victimes, 27 morts, c'est un drame humain. Un tel bilan est inédit dans la région, c'était prévisible, comme le disent beaucoup. Malheureusement, oui. Cela fait des années effectivement qu'on alerte sur la violence de la frontière, sur le harcèlement dont font l'objet les personnes exilées qui sont poussées à tenter des traversées dangereuses, sur l'absence de solutions en France qui les pousse à souhaiter rejoindre l'Angleterre et sur l'absence de voies légales vers le Royaume-Uni qui fait qu'ils n'ont d'autre solution que de prendre des voies d'accès dangereuses, extrêmement risquées pour elles. Ce soir, on se réunit devant le parc Richelieu à Calais pour honorer la mémoire de ces 27 personnes qui sont disparues, ces 27 personnes uniques, singulières, qui ne reviendront jamais. Penser à elles, penser à leurs proches. Et malheureusement, on s'est réunis beaucoup trop souvent devant ce parc ces dernières semaines. Depuis le 28 septembre, il y a 5 personnes qui ont perdu la vie à la frontière franco-britannique avant même ce drame. 6 personnes disparues. Hier matin encore, les personnes exilées et les associations étaient au cimetière pour l'enterrement d'une personne exilée. C'est très difficile en fait ce qui se passe ici et nous on se sent
voilà, on est à la fois très, très peiné, mais aussi très en colère par rapport à une situation qui ne change pas, malgré nos nombreuses alertes, face à un drame qui aurait pu être évité. Nathalie Godard, il y a beaucoup de colère de la part des associations, on vient de l'entendre, aussi des ONG comme Amnesty, sur ce qui se passe en ce moment dans le nord de la France. Oui, on partage absolument à la fois le très grand chagrin par rapport à la situation de ces personnes, du décès de ces 27 personnes, et la colère parce que c'était évitable. C'est évitable puisque à partir du moment où les personnes se sont mises en danger parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ça veut dire que tout n'a pas été fait pour éviter ce drame. Et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas uniquement accuser les passeurs qui font partie de la responsabilité du drame, mais qui ne sont absolument pas les seuls. Aujourd'hui, les États, la Grande-Bretagne et la France, doivent changer de position et doivent travailler à des moyens pour que les personnes ne se mettent pas ainsi en danger. Si hier, 27 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, ont décidé de prendre la mer au mépris du danger, en payant extrêmement cher des passeurs, c'est bien parce que c'était leur seule solution. Et qu'il faut se demander comment est-ce que les personnes en arrivent là. Et il faut travailler aujourd'hui sur d'autres solutions, permettre que ces personnes aient accès à la Grande-Bretagne autrement. Et ça, ce sont les États qui peuvent prendre ces décisions-là. Et ça, on va reparler justement après de ce que les États peuvent faire. Catherine Vitol de Winden, on compte plus de 31 000 traversées depuis le début de l'année. Les tentatives de traverser la Manche par des migrants ont doublé ces 3 derniers mois. Comment on explique ces chiffres ? Alors d'une part, il y a le Brexit et le fait que les frontières sont plus difficiles à traverser. Auparavant, c'était surtout les camions qu'empruntaient les personnes, avec des passeurs, bien sûr, en payant très cher également, et où l'Eurostar était extrêmement pratiqué, même très difficile à prendre, mais quand même beaucoup tentaient, y compris sous les rames, de se glisser et de passer au Royaume-Uni. On a eu aussi des morts, bien sûr, mais aujourd'hui, le moyen le plus utilisé, c'est effectivement ces fameux canaux pneumatiques qu'on utilise beaucoup en Méditerranée, sauf que la Manche, c'est pas la Méditerranée, et le Royaume-Uni, en vertu des accords du Touquet, demande à la France de tenir la frontière pour son propre compte, pour le compte des Britanniques. Donc c'est un système unique en Europe, où un pays européen fait la frontière pour un autre pays européen, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Donc la frontière britannique, elle se situe en France, finalement. Elle se situe en France. Si vous prenez l'Eurostar, c'est à Gare du Nord qu'on va contrôler vos papiers. Et au Royaume-Uni, on va juste regarder un peu les gens qui arrivent, mais il n'y a pas de contrôle. De même pour les camions qui partent, etc. Donc la frontière est en France, ce qui fait que pour les demandeurs d'asile, ils n'ont pas accès facilement, sauf en traversant à leur risque et péril la Manche, au territoire du Royaume-Uni pour demander l'asile sur le territoire du Royaume-Uni. Donc c'est un système étonnant, si j'ose dire, qui a été conclu avec ces accords il y a maintenant presque 20 ans, puisque les accords du Touquet, ils ont été signés au tout début des années 2000. Vincent Ledoux, ces traversées de la Manche, elles sont extrêmement dangereuses. L'eau est très froide, les conditions sont très compliquées. Comment on en est arrivé là, à cette situation, à ce drame humain qui a eu lieu hier ? Alors comment on en est arrivé là ? Je voudrais tout d'abord exprimer ma compassion pour d'abord les victimes, parce que les victimes et toutes leurs familles qui sont restées au pays, parce que je pense que pour les personnes qui sont restées là-bas, ils doivent sentir au fond d'eux-mêmes et dans leur cœur que quelque chose doit se passer pour leur fils, leur frère, leur oncle, enfin que sais-je. Voilà. Donc vraiment une pensée profonde. J'ai moi-même perdu quelqu'un que je connaissais très bien en Méditerranée, et donc c'est toujours pour moi un moment très très émouvant. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Je pense qu'on ne peut pas non plus, et on va rentrer dans le débat puisque c'est le sujet quand même de ce soir, tout de suite en appeler à la violence d'État. Bon, laisser penser que la France ne ferait pas son travail ou serait violente à l'égard des migrants, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a toutes les semaines des mises à l'abri, c'est-à-dire qu'on propose à des centaines et des milliers de personnes la possibilité de se loger et non pas de se retrouver dans des situations très compliquées où vous avez des femmes seules, vous avez des enfants qui se retrouvent livrés aux mains de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions à leur égard. Et puis, moi, j'en veux terriblement ce soir aux passeurs. Vous ne pouvez pas évacuer d'un revers de main le problème des passeurs. Il y a un vrai trafic d'êtres humains. Pour moi, c'est de la nouvelle piraterie, c'est une nouvelle forme d'esclavage que nous devons combattre tous les jours. J'élève ça au même rang d'ailleurs que le terrorisme. Et toutes ces formes
de délinquance se retrouvent et là, aujourd'hui, sont exacerbés dans cette traite de l'humain. Ces passeurs, ils profitent d'une situation aujourd'hui. Ils profitent d'une situation, mais pour répondre à... Alors, je vois que mon interlocutrice là-bas, Calais, n'est pas d'accord, mais on sera malheureusement pas d'accord. C'est pas la frontière qui est violente, madame. La frontière, elle n'est pas violente. Les voies légales, c'est le visa. Pour moi, il n'y a qu'une seule voie légale, c'est le visa. C'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, on puisse d'abord établir une coopération entre tous les pays pour régler et harmoniser ce problème. On voit bien qu'il y a un problème avec les Belges, puisque 60 à 70% des gens proviennent et passent par la Belgique, et très souvent se retrouvent sur la plage et très vite tentent de passer. Donc on a un vrai sujet de soudaineté. Il faut travailler aussi avec l'Allemagne, on doit travailler bien entendu avec les Anglais. Et le problème premier, c'est pas la France, c'est bien les Anglais. Puisque le rêve de toutes ces personnes-là, c'est pas de s'installer, c'est de pouvoir passer et d'aller en Angleterre. Donc on a aussi un problème d'attractivité aujourd'hui du marché de l'emploi anglais. Et donc nos amis anglais doivent absolument nous aider à régler ce problème à la frontière. Vous l'avez dit, les accords du Touquet, c'est jouer le rôle de la frontière pour les Anglais. Eh bien nous attendons de nos homologues anglais qu'il y ait un gros effort qui soit fait. Et j'espère que ce week-end, on trouvera les bonnes solutions en coopération internationale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il a affirmé juste après ce drame justement que les premiers responsables étaient les passeurs. On va l'écouter. Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Asie, et qui ensuite utilisent ces personnes, les font venir en Belgique, aux Pays-Bas, en France surtout, pour traverser la Manche et pour aller en Grande-Bretagne. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier. Et 4 passeurs aujourd'hui, dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune, ont été arrêtés, dont 2 sont aujourd'hui en décision de déferment devant le tribunal. Alors désormais, 5 passeurs ont été arrêtés, 5 passeurs présumés. Juliette Delaplace, ce sont les coupables pointés du doigt par Paris et Londres. Ces passeurs, est-ce qu'ils sont vraiment le nœud du problème ? Alors moi, si vous me permettez, je voudrais dire 3 choses en réaction à ce qui a été partagé précédemment. La première chose, c'est si le comportement du gouvernement français est honteux. Il faut remettre les choses à leur place. Calais, c'est une ville où depuis septembre 2020, 16 arrêtés ont été pris qui interdisent les distributions gratuites de nourriture et de boissons par des associations caritatives, comme le Secours catholique, à des personnes qui ont faim et qui ont soif. C'est une ville où il y a eu près de 1000 expulsions de campements en 2020, où près de 3000 tentes l'hiver dernier ont été confisquées à des personnes qui n'ont même pas de dehors, qui n'ont même pas une tente, qui n'ont même pas une couverture. Donc, à partir de là, si le gouvernement est coupable, parce que quand il mène cette politique de lutte contre les points de fixation, quand il mène cette politique de harcèlement, il pousse les personnes à aller en Angleterre, coûte que coûte, même quand les conditions d'un passage sécurisé ne sont pas réunies. C'est une première chose que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est on parle des passeurs. Très bien. Les passeurs, c'est le symptôme d'une maladie qui est créée par le gouvernement britannique et le gouvernement français. Il y a un consensus entre les acteurs associatifs, entre le monde de la recherche, qui indique que plus on renforce les frontières, plus les frontières sont dangereuses. Et ce n'est pas le renforcement des frontières qui empêche les migrants de souhaiter traverser. En revanche, le renforcement des frontières crée des traversées encore plus dangereuses. L'exemple le plus dramatique de cela, c'est si l'on liste les technologies employées à la frontière pour empêcher les passages, il y a des détecteurs de battements de cœur, il y a des kilomètres et des kilomètres de barbelés extrêmement sophistiqués. Le littoral est entièrement surveillé. Il y a encore 11 millions, Gérald Darmanin a annoncé encore 11 millions pour renforcer la militarisation de la frontière. Et parmi tout ça, il y a une chose, ce sont les détecteurs de chaleur humaine. Que font les personnes pour essayer de passer en contournant les détecteurs de chaleur humaine ? Eh bien simplement, ils se mettent dans des camions frigorifiques. Et les camions frigorifiques, c'est extrêmement dangereux. Et vous vous souviendrez en 2019 que plus de 30 personnes sont décédées, retrouvées mortes du côté britannique pour avoir essayé de contourner la frontière. Parce que ces stratégies n'empêchent pas les personnes de passer, parce que, comme le disait Nathalie Godard précédemment, elles n'ont d'autre choix que de tenter le passage. Et les personnes ici ont conscience du risque qu'elles prennent. Elles savent qu'elles risquent de mourir, comme elles savent qu'elles risquent de mourir en Méditerranée, mais simplement, il ne leur est proposé aucune autre alternative. En ce sens, je trouve que c'est facile de blâmer les passeurs et de détourner le regard. Mais regardons notre responsabilité. Regardez la responsabilité du gouvernement français qui n'offre pas de possibilité d'installation aux personnes ici.
Et simplement, je voudrais donner un chiffre là-dessus. Il y a un rapport qui a été fait en 2015 par le Secours catholique pour comprendre pourquoi les personnes exilées étaient bloquées à la frontière. Plus de la moitié d'entre elles disaient qu'elles ne souhaitaient pas aller au Royaume-Uni en première instance. Elles avaient fait ce choix par défaut. Ce choix par défaut, pourquoi ? Parce que simplement, si elles demandent l'asile en France, elles sont bloquées en procédure Dublin. Nous-mêmes, là, pour prendre un exemple très concret, on a un bénévole dans notre équipe qui souhaite rester en France. Il est placé en procédure Dublin. Il va devoir attendre près de 2 ans avant de pouvoir réellement déposer sa demande d'asile en France. Est-ce que ça, c'est pas désincitatif ? Pourtant, la France, elle a le droit, elle a la latitude. Les préfectures peuvent, dès aujourd'hui, suspendre l'application du règlement Dublin et enregistrer les demandes d'asile. C'est une première chose. Et c'est une autre raison de la responsabilité du gouvernement français dans ce drame. Ensuite, une autre raison, c'est aussi les personnes qui sont ici. D'où viennent-elles ? Elles viennent d'Érythrée, elles viennent du Soudan, elles viennent du Sud-Soudan, elles viennent de Syrie, elles viennent d'Afghanistan. Ce sont des personnes qui ont déjà vécu des choses terribles dans leur pays, des parcours dramatiques, et qu'on ne renverra pas chez elles. Encore heureux qu'on ne renverra pas chez elles. Ces personnes-là, certaines, aujourd'hui à Calais, elles parlent français. Elles n'ont pas obtenu de papier. Il est peut-être temps d'être raisonnable et d'accepter de régulariser certaines personnes. Donc ça aussi, c'est une responsabilité, c'est une possibilité. C'est une responsabilité, mais aussi c'est une chance, parce que c'est une chance de changement qu'a le gouvernement français. Et enfin, le gouvernement français, avec ses homologues britanniques, doit effectivement ouvrir des voies sûres et légales de migration. Je voudrais prendre l'exemple de Yasser Abdallah, le jeune homme qui est décédé le 28 septembre dernier à la frontière. À ses funérailles, son oncle est venu du Royaume-Uni et il nous a expliqué qu'il y avait une chambre qui l'attendait pour lui en Angleterre. Encore hier, nous, on parle à un jeune homme de 17 ans qui a 2 frères à Londres. Il n'y a pas de voie d'accès légale pour que ce jeune homme rejoigne le Royaume-Uni. Il nous dit, les yeux dans les yeux, qu'il n'a d'autre option que d'aller en Angleterre de manière irrégulière. Ces situations, on peut y trouver des solutions en fait. Ce ne sont pas des fatalités, on peut y trouver des solutions. Et en ce sens-là, blâmer les passeurs, c'est bien facile en fait. Et il est temps de véritablement avoir du courage politique. Les associations le demandent, les instances de défense des droits le demandent, les chercheurs le demandent, les personnes exilées le demandent. Et récemment, une commission d'enquête parlementaire composée de députés qui ont travaillé 6 mois sur la situation des personnes migrantes demande également un changement de la politique à la frontière franco-britannique. Qu'attend le gouvernement ? Nathalie Godard, vous partagez cette analyse de Juliette Delaplace. Il y a des passeurs aujourd'hui car la frontière est verrouillée. C'est de la faute de l'attitude du gouvernement français ? Alors, je partage absolument ce qu'a dit Juliette Delaplace, bien entendu. Et effectivement, les passeurs, ils prospèrent parce que cette frontière est fermée. Et en fait, cette situation, elle n'est pas unique sur la frontière franco-britannique. C'est à chaque fois que des frontières se referment, à chaque fois qu'on monte des murs, qu'on pose des barbelés, qu'on tente de verrouiller, en fait, les personnes continuent à essayer de passer parce qu'en fait, leur volonté, elle est plus forte que ça, parce que leur désespoir, il est plus fort que ça. Et que ça n'est pas en montant des murs, en verrouillant comme on le fait aujourd'hui, qu'on l'empêche. C'est le cas à Ceuta et Melilla pour passer en Espagne, c'est le cas... ça se passe en ce moment aussi en Pologne, absolument. Avec la Biélorussie, exactement. La Pologne qui veut ériger justement un mur. Exactement. Et cette réponse-là, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'est aujourd'hui la migration, de ce que sont aujourd'hui les destins de ces personnes. Que ce soit les personnes qui viennent d'Érythrée, du Soudan, comme le disait Juliette Delaplace. Vous parlez, monsieur, de visa comme voie légale et sûre. Il faut se rendre compte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un Soudanais qui veut quitter son pays pour venir en Europe pour chercher l'asile, il doit déposer un visa. Mais la voie légale et sûre, c'est pas ça. Si on attend qu'il y ait un accord entre la Grande-Bretagne et le Soudan pour qu'un Soudanais puisse aller en Grande-Bretagne trouver asile, rejoindre sa famille, ça n'arrivera jamais. La voie légale et sûre, ça veut dire que les personnes qu'a citées Madame Delaplace, ces personnes-là, elles peuvent rejoindre la Grande-Bretagne et que la Grande-Bretagne arrête le refoulement à sa frontière qui est contraire au droit international. Si vous me permettez, parce que je pense que vous êtes quand même 3 contre 1. Catherine Vidal de Vendel voulait juste dire un mot et ensuite Vincent Ledan. Des passeports. Il y a des passeports qui ne valent rien, comme disent les migrants eux-mêmes, parce qu'avec leur passeport, le Soudan, l'Érythrée, la Somalie et beaucoup d'autres de ces gens qui sont à Calais, ils ne peuvent aller que dans 20 ou 30 pays aussi pauvres qu'eux, qui sont les pays voisins, ce qui ne les intéresse pas. Nous, avec notre passeport, on peut aller dans
185, 190 pays sans visa dans le monde. Donc le malheur d'être né dans un pays pauvre et mal gouverné fait que vous avez un passeport qui ne vous permet d'aller nulle part. Et donc, ils ne peuvent pas avoir un visa, ces gens-là. Ce n'est pas possible. Et donc, la situation, pour eux, la frontière est fermée. Donc, ils vont faire appel à des passeurs. C'est parce qu'ils ont des visas qui ne valent rien, premièrement, des passeports qui ne valent rien, sans possibilité d'accès à un visa, et parce que la frontière est fermée, qu'ils vont faire appel à des passeurs. S'ils pouvaient venir légalement, il n'y aurait plus de difficultés et il n'y aurait plus de passeurs. Et en même temps, est-ce qu'on peut... Vincent Ledoux, vous vouliez réagir? Oui, alors vous parlez de tout ça, la population calaisienne qui, effectivement, vivent ce drame humain depuis plus de 20 ans. Je ne pense pas qu'ils adhèrent complètement à vos propos. Moi, je suis un peu déçu parce que je pense que le débat de la migration vaut mieux que ce débat que nous avons ce soir. C'est-à-dire on a un biais très idéologique que j'entends depuis toute la journée avec des éléments de langage qui sont très huilés, très bien développés, très bien partagés et qui consistent à tout confondre. Il y a une véritable confusion. Moi, je veux remettre les choses en place. La première chose, c'est quand même bien les passeurs. Et la grande colère, elle ne doit pas être contre les États. Moi, je refuse d'entendre dire que mon pays est un pays violent à l'égard des migrants ou que la frontière serait mortifère. Ça n'est pas vrai. Nous avons besoin de frontières pour nous protéger. Et si nous, les démocrates, n'avons pas une réponse à la hauteur des enjeux, vous verrez demain qui sera à la tête de l'État français. Et je ne suis pas sûr que nous partagions... je pense qu'on partage plutôt l'envie que ces gens-là n'arrivent pas au poste exécutif supérieur. Bon, premier point. Deuxième point, les passeurs, c'est un véritable fléau. Ce sont des bandes criminelles organisées que nous devons absolument démanteler et nous devons lutter contre ces personnes-là parce que c'est eux qui font violence aux migrants. C'est pas l'État français qui... Moi, quand j'entends qu'on ne permet pas à des associations de donner de l'eau, j'étais à Calais, il y a 2200 repas chauds qui sont distribués tous les jours. Nous avons voté... Mais oui, madame, nous avons voté... Mais oui, mais attendez, vous faites circuler à chaque fois des fausses informations. Alors, vous défendez de justes causes, de belles causes, et je peux vous rejoindre là-dessus, mais vous ne le faites pas avec une élégance et avec la vérité des faits. Nous votons au budget de l'Assemblée nationale 4 millions d'euros. Pour Calais, 4 millions d'euros. Donc ne dites pas que l'État français ne fait rien. Nous avons mis à l'abri à Grande-Synthe la semaine dernière des centaines de familles qui aujourd'hui sont logées. Nous avons pu repérer à l'intérieur des personnes que nous pouvons aider au retour. On ne parle jamais du retour. C'est quand même curieux. On propose toute une panoplie de... Enfin, vous ne pouvez pas opiner de la tête. Ce sont des formules qui fonctionnent bien. Non, mais bien sûr, votre idéologie fait que vous ne pouvez pas l'entendre. C'est vous l'idéologue. Non, c'est pas moi l'idéologue. C'est vous, madame. Vous êtes à trois, très idéologisés, voilà, et qui nous sortez toujours les mêmes arguments. Or, il y a un vrai sujet que nous devons traiter à la fois avec humanité, je sais bien que vous ne pouvez pas l'entendre tout à l'heure, on en a discuté hors plateau, et en même temps avec fermeté, parce que les Français nous le demandent. Et les Français sont à l'origine de la commande politique. Voilà. Et donc, moi, je voudrais ici rappeler très très fortement que nous devons tout faire en sorte pour qu'en amont, les gens puissent... J'imagine que vous avez entendu les propos du cardinal Robert Sarah, et ça doit parler au Secours catholique, qui a dit qu'il fallait tout faire pour que nous fassions en sorte que les Africains eux-mêmes puissent trouver les sources de leur développement sur place. C'est bien l'amont qu'il faut faire. Moi, j'ai en tête aujourd'hui mon Boubou Diaby, qui vient de Séline-Kéni au Mali. C'est un autre sujet. Mais non, c'est pas un autre sujet, parce que vous créez la confusion. On est passé en Méditerranée, alors qu'il est en troisième année d'études de médecine. Juliette Delaplace, qui est à Calais, aimerait vous répondre. Ensuite, j'aimerais qu'on parle des solutions à apporter, justement, pour faire avancer un peu les choses. Juliette Delaplace. Oui, moi j'aimerais répondre sur cette question du fantasme des réseaux de passage. J'aimerais être très concrète en fait. Si on regarde les derniers décès, au-delà du drame vraiment terrible d'hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jeune homme, Yasser, qui est décédé en tentant, hors réseau de passage, de monter dans un camion. Un autre, Mohamed, qui est décédé dans les mêmes conditions. 3 personnes disparues parce qu'elles ont essayé de passer en kayak. L'année dernière, Mohamed Ramiz Zakaria, qui a essayé de passer dans un bateau gonflable avec des pelles de jardin. Ces gens-là ne passent pas avec des réseaux de passeurs. Donc il faut arrêter les fantasmes. Les réseaux de passeurs, ce n'est pas tout. Les personnes passent aussi par leurs propres moyens. Et moi, je m'interroge, comment tout cela rentre dans votre logiciel ? C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est 4 millions
pour héberger les personnes exilées. Bravo, c'est ça l'honneur de la France. Oui, c'est de dépenser de l'argent pour protéger des personnes en précarité. Mais comment le mettez-vous en balance? Attendez, je finis. Comment le mettez-vous en balance avec les millions qui sont dépensés pour harceler les personnes exilées? Il y a 1300 forces de l'ordre à la frontière pour sécuriser la frontière. Je pense que ce n'est pas rigolo pour eux. Je ne pense que c'est pas rigolo pour eux de tous les matins venir déplacer des familles. Non, pas du tout. J'aimerais finir. Excusez-moi. Je vous ai écouté jusqu'au bout. Je vous ai écouté jusqu'au bout. On finit calmement. Je vous ai écouté jusqu'au bout. J'aimerais aller au bout de mon propos. Juliette de la Place. Allez au bout de votre propos. On se calme et on va ensuite parler. En plus, Nico, je m'excuse. Et ensuite, on va parler des solutions calmement à apporter à ce drame qui a eu lieu hier. Tout à fait. Donc je vous laisse terminer. Ensuite, Oui. Donc moi, tout à fait. Donc l'argent qui est mis pour protéger les personnes, d'une certaine manière, je veux aussi rappeler que les distributions d'eau et de douche, elles ont été obtenues par les associations après des contentieux devant le Conseil d'État. L'État ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il me semble important de rappeler que ça a été le résultat d'une décision de justice de la plus haute instance administrative en France. Et cet argent, en fait, c'est très bien. Simplement, moi, j'aimerais que vous puissiez le mettre honnêtement en balance avec les millions d'euros qui sont aussi mobilisés pour la politique de lutte contre les points de fixation, de destruction et de harcèlement et la politique de renforcement de la frontière. Parce que là aussi, des millions d'euros et bien plus sont dépensés par l'argent des contribuables également. Et enfin, je voulais réagir sur un dernier point, parce que vous dites que sans doute les habitants et habitantes ici ne sont pas heureux d'avoir des personnes exilées. Moi, ce n'est pas du tout le constat que je fais. Les équipes du Secours catholique, les paroissiens et les paroissiennes, les personnes qui viennent au quotidien aider leurs frères et leurs sœurs les plus petits, eh bien, qui sont-ils? Ce sont des Calaisiens et des Calaisiennes. Il y a une enquête très intéressante qui a été menée par l'Institut de sondage Harris l'année dernière pour comprendre la position et l'opinion qu'avaient les Calaisiens et Calaisiennes sur la présence des personnes exilées et sur la gestion de la présence des personnes exilées. Eh bien, la première chose dont on se rend compte, c'est que les Calaisiens et Calaisiennes n'en ont pas marre de la présence des personnes exilées, ils sont en empathie vis-à-vis d'eux et elles, simplement ils en ont marre d'une crise qui n'est pas réglée. Et quel est l'acteur dont ils sont le plus défiants? Quel est l'acteur dont ils sont le plus défiants, dont ils ont le moins confiance? Eh bien, c'est l'État. Juliette de la Place, on va continuer. J'aimerais qu'on avance un petit peu. Est-ce qu'on peut répondre aussi? Parce que c'est à charge toujours contre l'État, et si je ne peux pas apporter Alors très rapidement, j'aimerais qu'on avance pour les solutions. Écoutez, je connais bien Natacha Bouchard et je connais toute l'action qui est la sienne, ainsi que le conseil municipal et toutes les associations. Et je reconnais l'importance du Secours catholique. Je ne vais pas aller dire le contraire, madame. Et je comprends parfaitement que vous soyez dans la passion du sujet avivé par le drame que nous avons tous vécu. Mais pour autant, je répète, je ne peux pas accepter qu'on parle de violence d'État. Et quand j'entends dire que la justice a fait progresser en humanité des situations, eh bien tant mieux, nous sommes dans un pays de droit et donc toutes les institutions doivent fonctionner, y compris parfois contre l'État. Et les choses vont bien ainsi. En tout cas, hier, juste après ce drame où, je le rappelle, 27 personnes ont péri, Paris et Londres se sont mutuellement accusés d'être responsables. La presse britannique a tiré à boulet rouge sur la France. Aujourd'hui, le ton a un peu changé. Paris et Londres sont prêts à travailler davantage ensemble. On va écouter Emmanuel Macron, le président français, et le Premier ministre Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Il nous faut une coopération européenne plus forte en la matière. Et je l'ai toujours dit, la France, en l'espèce, est un pays de transit. Nous nous battons contre ces réseaux de passeurs qui utilisent la détresse, mais nous devons pour cela améliorer la coopération. Il faut évidemment que l'on travaille avec nos amis français, avec nos partenaires européens. Et je le dis à nos partenaires de l'autre côté de la Manche, maintenant, il est temps que nous travaillions ensemble et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour briser ces gangs qui ont du sang sur les mains au sens propre. Alors Catherine Vittel de Vinden, aujourd'hui le ton est un peu plus apaisé entre Paris et Londres. Londres propose notamment à Paris des patrouilles conjointes sur le littoral français. Est-ce que ça va ça ne résoudra rien. Dans le bon sens? Déjà, il y a aussi des patrouilles britanniques qui contrôlent la frontière côté français, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas nouveau. Donc ça ne va pas permettre d'empêcher les départs? Non, pas du tout. Et ça, c'est une affaire qui dure depuis 25 ans. L'affaire de Calais. Depuis, l'Eurostar a été inauguré en 1994 et peu à peu, on a eu le centre d'accueil de la Croix-Rouge à Sangatte et ensuite éradication de Sangatte. Il y a eu le démantèlement de Sangatte, c'était en 2002. En 2002. Ensuite, on a eu un premier démantèlement qui était en 2000. Quand est sorti le film Welcome, ça devait être en 2009. Et ensuite, 2016, troisième démantèlement de Sangatte dans la violence. Je suis désolée de le dire. Donc, ça ne marche pas. Les politiques de retour, ça ne marche pas. Ça
ça peut résoudre. J'ai visité, je connais, ça fait 40 ans que je travaille sur l'immigration, donc je ne vais pas vous apprendre. Vous n'êtes pas la seule à travailler sur l'immigration, madame. Excusez-moi. Non, mais moi je suis allée dans les pays où on a mis en place des politiques de retour. Et moi aussi. Peut-être, mais ça crée, c'est pour quelques personnes. C'est pas une situation de base. Il y a très peu de retours en France, aussi bien assistés que reconduction à la frontière. C'est trop cher. Une reconduction, c'est moins cher, madame. C'est 10 000 euros ça n'est pas personne. Vrai. Si, l'aide au retour, c'est 3 fois moins cher que la reconduite. le ministère de l'Intérieur, figurez-vous. Donc la politique de retour, c'est pas une solution. De toute façon. Alors quelle est la solution? Et la solution, c'est qu'on ait des voies légales, ce que dit d'ailleurs le pacte de Marrakech de 2018, qui a fait travailler tous les pays du monde, les associations, les ONG et toute une série d'acteurs travaillant sur l'immigration. Ils disent le sous-titre, c'est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Donc voilà la solution. Ces voies légales, c'est la solution. C'est la solution. Si on a des voies légales, on aura. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir beaucoup plus justement de personnes qui arrivent aux frontières? On peut gérer, par exemple, les besoins de main-d'œuvre. On les a vus avec la crise de la Covid. La fermeture des frontières, ce n'était pas du tout une solution. Il y avait des pénuries de main-d'œuvre partout et il y avait 20% de moins de transfert de fonds. Donc, il ne fallait pas fermer la frontière en Covid, madame. On a fermé la frontière, c'est normal. Mais je veux dire que c'était l'idéal de frontières fermées, beaucoup de gens se sont dit c'est pas l'idéal. Donc on a constaté, c'est le rêve de certains, mais ça n'est pas l'idéal. Donc il faut trouver des voies légales pour l'immigration de travail dont on a besoin, qualifiée et non qualifiée, et respecter le droit d'asile. On a fêté, si j'ose dire, il y a quelques jours, les 70 ans de la Convention de Genève. Tous les pays européens l'ont signée. Il faut la respecter. Donc il faut respecter, les conventions internationales, 2, avoir une politique raisonnable qui corresponde aux besoins du marché du travail et à un traitement humain des personnes qui essayent de venir chez nous. Et la politique sécuritaire de la frontière, dissuasive, répressive, ne mène à rien. Ça fait 30 ans qu'on a cette politique. 30 ans qu'on dit qu'il faut des politiques de retour. Il faut accélérer l'externalisation des frontières. Il faut des politiques de reconduction avec les pays de départ, etc. Ça ne marche pas. Vous en aurez plus, madame, parce que la pression va augmenter. Vous savez comme moi quelle est la tension géopolitique mondiale. Aujourd'hui, l'immigration est un sujet qui est instrumentalisé en Europe, notamment par l'extrême droite. Pas que par l'extrême droite. Vous entendez ce soir une instrumentalisation aussi autour de la table. Nathalie Godard. C'est la 5e préoccupation des Français d'après les sondages. Nathalie Godard, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir sur plusieurs choses. Premièrement, sur la politique du retour. La politique du retour, ça ne peut représenter une réponse que pour une partie des personnes. On parle ce soir de personnes qui sont originaires d'Érythrée, du Soudan, d'Irak, d'Iran. Je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est des personnes qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays, comme les personnes qui viennent d'Afghanistan. Or, à Calais, aujourd'hui, les personnes sont majoritairement des personnes issues de ces pays-là. Donc aujourd'hui, attendez, je vais terminer. Je vais terminer mon propos. Je pense que vous me l'avez laissé parler. Merci beaucoup. Donc ces personnes-là, dire qu'on va régler le problème en les renvoyant dans leur pays, je pense que tout le monde sera d'accord que ça n'est pas la solution. Donc, ensuite, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne peuvent pas demander l'asile en France, comme l'a expliqué Juliette Delaplace, parce qu'il y a Dublin. Et quelles personnes sont arrivées en France en passant par d'autres pays européens, aujourd'hui, elles ne peuvent pas déposer l'asile en France. Or, certaines pourraient le souhaiter. Il n'est pas possible de déposer l'asile à Calais. Aujourd'hui, il faut renégocier ces accords. Il faut changer totalement le système de Dublin. Ce système de Dublin n'organise pas correctement la solidarité entre les pays européens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement mortifère. C'est ça aussi qui amène au drame à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Pourquoi est-ce que la Pologne en arrive là? Je vais terminer, monsieur. C'est aussi les dictateurs, madame. Mais attendez, les dictateurs, c'est comme les passeurs. À un moment, s'ils peuvent prospérer, ça n'existe pas, c'est du fantasme. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Dans les propos d'Amnesty International, dans les positions qu'on a prises, on a absolument reconnu la responsabilité de M. Loukachenko. Mais on a aussi dit que si M. Loukachenko pouvait faire ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe, elle se barricade. Que ce que fait la Pologne et ce que soutient l'Union européenne en montant un mur avec des barbelés hérissés de lames de rasoir, ça n'est pas respectueux du droit international et que toute l'Europe devrait être contre ça. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème qui est lié au règlement de Dublin et qui est lié à la manière dont la frontière est considérée. Et la frontière en soi, une frontière, c'est pas en soi quelque chose de violent. Aujourd'hui, ce qui est violent, c'est la manière dont les pays de l'Union européenne traitent la frontière. La frontière entre la France et l'Italie, c'est aussi un endroit qui est extrêmement violent, où il y a une politique répressive et ultra sécuritaire qui fait que des personnes se mettent en danger pour traverser les Alpes,
pour arriver en France, alors qu'aujourd'hui, on est dans des températures glaciales. C'est la même chose sur la frontière franco-britannique, c'est la même chose entre Pologne et Biélorussie. Je ne dis pas que tout est exactement similaire, mais on est quand même sur des tendances qui sont assez proches. Et la frontière, dernier point, sur la frontière pour venir en Europe depuis la Libye, on est sur la même chose. Donc il faut peut-être un moment se poser la question de comment est-ce qu'on en arrive là. Et que si ces frontières sont aujourd'hui arrivées à une posture aussi mortifère, les États européens ont certainement besoin de revoir leur manière de gérer l'asile et les voies légales et sûres. Justement, je n'ai rien à redire sur ce qu'a mis Justement, la France veut davantage de coopération. Pas de doute, ça. La France veut davantage de coopération européenne. Il va y avoir une réunion à Calais dimanche autour d'Emmanuel Macron avec des ministres allemands, belges, néerlandais également et la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion ? Qu'est-ce qu'il faut revoir dans la politique européenne aujourd'hui ? Je ne suis pas membre du gouvernement, donc je ne peux pas vous répondre avant le gouvernement. Ce que je peux simplement dire, c'est que des frontières, il en faut. La preuve, c'est que quand il a fallu les faire fonctionner pour nous protéger contre le Covid, nous l'avons fait. Donc les frontières ne sont pas si mauvaises que ça. Voilà, les frontières ont toujours existé, elles existeront toujours, elles permettent à un pays d'avoir une identité aussi, c'est pas un gros mot, et que chacun puisse cultiver aussi cette identité. Deuxièmement, il ne faut pas tout mélanger. Je ne parle pas d'aide au retour pour ces personnes qui sont là aujourd'hui. J'observe quand même que sur Calais, en 15 ans... politique de retour, c'est pour ça que je vous ai répondu. Pardon ? Vous avez parlé de politique de retour. Oui, mais je parle des migrations. On est en train de tout confondre sur ce plateau, ce qui fait que, voilà, on n'y comprend plus rien. Ben si, on ne parle pas que de Calais, on parle aussi des problèmes migratoires. Il n'y a pas que Calais dans les problèmes migratoires. Bon. Et j'observe que sur Calais, en 15 ans, il y a 15 fois moins de personnes. Ça veut dire qu'on a réussi quand même à faire baisser la pression, et c'est tant mieux pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas considérer que les personnes qui sont dans des jungles à Calais soient dans de bonnes conditions. Comme on ne peut pas considérer que les Calaisiens, aussi charitables soient-ils et aussi accueillants et bienveillants soient-ils, qu'ils puissent accepter à leur porte de telles situations difficilement conciliables. Donc, je pense qu'il faut de toute façon améliorer la coopération entre les États. De toute façon, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. C'est quoi? C'est revoir avec le Soudan, l'Érythrée, la Somalie. C'est revoir le droit d'asile en Europe. Vous devez parler l'Iran. Mais vous devez parler avec la terre entière. Mais d'abord, c'est un problème européen. Donc vous devez parler entre pays européens. Les kayaks ou les canots pneumatiques, ils viennent d'Allemagne. On passe par la Belgique. J'ai un collègue maire à Brédune qui a vu au poste frontière des Belges, donc des policiers belges arrivant avec un camion et déposant des migrants à la frontière en leur indiquant la France. C'était il y a 2 mois. Donc, on ne peut pas dire que les pays coopèrent. Non, donc, il faut améliorer la coopération. Et quand je vois ça fait par la police belge, je me dis que là, on a quand même de la violence faite aux gens. Et que les otages dans cette affaire sont les migrants. Donc, il y a d'abord à faire en sorte que les pays se parlent, qu'on remette les choses vraiment dans les perspectives qui soient les perspectives justes. Et on est tous... J'ai envie de dire, j'ai envie de saluer l'action de cette jeune dame qui est là-bas. Moi, je l'aime bien, cette dame qui est du Secours catholique. On est tous dans le même bateau, madame. Mais moi, j'ai pas de problème avec vous, comme je n'ai aucun problème avec les personnes qui sont autour de la table. Je dis simplement que mon problème par rapport à vous, c'est le biais idéologique avec lequel vous abordez... Nous, on est pour une politique réaliste. Ben moi aussi, je suis pour une politique réaliste. Et qui épargne des vies humaines. Bien entendu. Mais il y a un moment donné, vous devez bien réguler les flux, parce que les Français n'acceptent plus. Et Emmanuel Macron, selon plusieurs sources, souhaiterait s'attaquer pour de bon à la réforme de l'espace Schengen. Le président voudrait appliquer le principe de non-admission. Ça signifie quoi, Catherine? Le principe de non-admission, c'est liberté de circulation intérieure et renforcement des frontières extérieures. Alors, principe de non-admission, je ne sais pas ce qu'il entend par là pour les frontières de Schengen. Il faudra interroger le président dimanche, parce que c'est sa propre parole. Voilà. Non, mais de toutes les façons, encore une fois, c'est un problème qui est multiforme, et on l'a bien vu, parce qu'on emploie des termes parfois qui peuvent nous opposer les uns aux autres, alors que l'objectif, c'est pas ça. Moi, quand je parle d'aide au retour, c'est une des formules qui permettent aux personnes qui sont en situation irrégulière et qui sont venues pour trouver du travail, peut-être d'avoir... J'ai plein d'amis, moi je peux vous citer plein de noms, faire comme madame tout à l'heure, et citer plein de gens de réussite de retour au pays. Combien de gens sont concernés? Un dernier mot. Pas suffisamment. Nathalie Gonard, un dernier mot. C'est la fin de ce débat. Vous avez parlé d'idéologie. Je pense qu'on n'est pas dans l'idéologie quand on parle du respect des droits. Non. Et que
Et que tout le propos que j'ai eu ce soir, et je pense que les autres personnes aussi ont eu, c'était pour le respect des droits. Le respect des droits en termes sur les engagements internationaux de la France en matière de droits humains, que ce soit sur le droit d'asile, la Convention de Genève citée tout à l'heure, ou le pacte international pour les droits civils et politiques. Tous les engagements de la France aujourd'hui, ça consiste aussi à respecter le droit des migrants, des personnes exilées qui souhaitent trouver asile en Grande-Bretagne, et donc à faire respecter aussi ce droit-là. Et donc je pense que le terme d'idéologie, moi, me dérange. Je ne pense pas du tout avoir été idéologique en l'occurrence, puisque tout le propos d'Amnesty International, c'est la défense des droits. Donc je pense qu'on doit aussi pouvoir exprimer ce genre de position et critiquer une politique gouvernementale sur la base du droit et sur la base des droits humains. Ça n'est pas, en l'occurrence, idéologique. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.